Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le président ivoirien Alassane Ouattara promet de quitter le pouvoir après son deuxième mandat s'il est réélu. C'est ce qui est ressorti de son entretien avec la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma. Journée internationale des casques bleus ce vendredi, à côté des hommages officiels, l'occasion de revenir sur les missions de ces soldats des Nations Unies sur le continent. Et la 5e édition du salon Boucle d'Ébène débute ce samedi à Paris, en France, un rendez-vous consacré aux cheveux afro-caribéens. Le président ivoirien Alassane Ouattara a donc promis qu'il quitterait le pouvoir après son deuxième mandat s'il est réélu. C'est en tout cas ce qu'il a indiqué à la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, lors d'un entretien en marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Écoutez la réaction de Mamadou Koulibaly, candidat du parti leader à la présidentielle d'octobre prochain. Je pense que, comme d'habitude, le président Ouattara annonce des choses qu'il ne fera pas. Quand il était candidat pour son premier mandat, il avait annoncé que s'il gagnait les élections de 2010, il ne ferait qu'un mandat, un seul. Il a roulé ses amis du RHDP qui y ont cru, et une fois au pouvoir, il a tout fait pour les obliger à accepter qu'il soit le candidat unique pour faire un second mandat. Et à San Pedro, il n'y a pas très longtemps, il a déclaré que s'il gagnait les élections, il modifierait la Constitution dans certaines des dispositions. Mais les seules dispositions de la Constitution qui gênent ou qui gêneraient Ouattara après son élection présidentielle, c'est le contenu de l'article 35, mais pas sur la nationalité ou la probité, non. Il y a deux seuls alinéas de l'article 35 qui le gêneraient aujourd'hui. C'est l'alinéa qui limite le mandat présidentiel à 2 non renouvelables et puis l'alinéa qui limite l'âge du candidat à la présidence de la République à 75 ans. Il a dit à San Pedro qu'il va modifier la Constitution, mais que bon, qu'il n'est pas à s'accrocher au pouvoir. C'est seuls les naïfs vont penser que ces propos de San Pedro, conjugués avec les propos dont qu'il vient de tenir, peuvent rassurer les gens qui ne feraient pas un autre mandat. Au Nigeria, le nouveau président Muhammadu Buhari a prêté serment ce vendredi. La cérémonie d'investiture a eu lieu à Abuja, la capitale, en présence du président sortant Goodluck Jonathan, de plusieurs chefs d'État africains, mais également de personnalités internationales. La sécurité avait été renforcée en raison des menaces du groupe terroriste Boko Haram. Pour rappel, Muhammadu Buhari avait été élu le 28 mars dernier. Dans l'actualité également, c'est ce vendredi la journée internationale des casques bleus, ces soldats des Nations Unies qui ont pour rôle le maintien ou le rétablissement de la paix. L'occasion de revenir sur les missions qui les ont amenés sur le continent et notamment en Côte d'Ivoire où un hommage leur a été rendu d'Iran Ndiaye. Le 29 mai marque la journée internationale des casques bleus de l'ONU. Pour la 7e année consécutive, l'organisation honore les quelques 126 casques bleus qui ont perdu la vie en 2014 au service de la paix. Les activités commémoratives ont lieu au siège des Nations Unies à New York et dans les bureaux et missions de maintien de la paix dans le monde. À l'instar de la Côte d'Ivoire où la cérémonie officielle a eu lieu ce jeudi au siège de l'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Dans le paysage des mandats adoptés par le Conseil de sécurité des Nations Unies ces dernières années pour les opérations en Afrique, nous pouvons dire que celui de l'ONUCI a été particulièrement cohérent et inédit à plus d'un titre, même s'il n'a pas toujours été pleinement à la hauteur de nos attentes en ce qui concerne la protection des civils. Ce mandat a été marqué par une rare originalité de la part du Conseil de sécurité. L'ONUCI fera toujours figure d'exception parmi les opérations déployées en Afrique et dans le monde. Depuis leur début en 1948, les opérations de maintien de la paix des Nations Unies constituent l'un des outils principaux utilisés par la communauté internationale pour gérer les crises complexes menaçant la paix et la sécurité internationale. Depuis lors, 71 opérations ont été menées avec succès, mais parfois émaillées de critiques. Une des principales faiblesses de ces casques bleus, c'est justement la nature des personnes qui sont de nationalité
ils font partie des casques bleus. Très généralement, on se rend compte que quand tu es sur le continent, ce n'est pas des nations très très fortes qui sont envoyées sur le continent, excepté la France. Dans certaines conditions, c'est les anciennes colonies. Mais lorsque ce n'est pas le cas, on a des forces du Bangladesh, on a des forces des différents pays qu'on appelle des pays du tiers-monde, qui ne sont pas forcément bien entraînés, qui ne sont pas forcément bien équipés. Et donc, ce qui fait que le mandat de ces forces-là elles ont du mal à exercer leur force sur le terrain à cause de cet art-là. Aujourd'hui, plus de 125 000 casques bleus sont déployés à travers 16 opérations de maintien de la paix dans 4 continents. Découverte à présent de Malabo 2. Il s'agit de l'extension de la capitale de la Guinée équatoriale. Sorti de terre il y a 10 ans, ce nouveau centre administratif côtoie le vieux Malabo avec ses rues étroites et ses bâtiments de l'ère coloniale. Malabo 2 est né de la volonté de moderniser et décongestionner la capitale. Un reportage de notre correspondant Serge Kofi. Nous sommes sur l'avenue Hassan II en plein cœur de Malabo. Ici, il est à peine 7 heures du matin et déjà les véhicules sont en file indienne. Signe apparent de la congestion de Malabo. Au lieu de réhabiliter la ville en procédant à des expropriations coûteuses et impopulaires, les autorités ont décidé de créer une nouvelle ville. Malabo 2 naît et son objectif est de donner à la capitale équato-guinéenne un visage moderne. El primer edificio que conoce Malabo 2. Les premiers édifices qui ont été mis en place sont celui de Guinée équatoriale Pétrole, puis la construction de nouveaux ministères. Le projet de Malabo 2 répond à toutes les nécessités sociales et administratives d'une ville. Il a servi à la décongestion de la circulation car les véhicules circulent de manière plus fluide. Les écoles et les ministères qui se trouvent à Malabo 2 sont plus modernes. Géoproject, l'organisme public chargé de contrôler les projets du gouvernement, supervise depuis une dizaine d'années l'édification de la nouvelle ville. Les chantiers ont débuté par une route qui relie l'aéroport au centre-ville. Cette autoroute sera la première infrastructure de Malabo 2. Sur le long de cet axe routier seront édifiés les nouveaux ministères et sièges d'institutions. Era un ensanche necesario porque la ciudad vieja no podía albergar. Cela a été un agrandissement nécessaire parce que la vieille ville ne comblait plus les besoins du pays. Notre défi est de travailler et de continuer la rigueur qui fera le développement de Malabo 2. Nous devons garder une discipline urbaniste nécessaire afin de contrôler le développement de la ville. Avec une population estimée à 150 000 habitants et qui est d'ailleurs appelée à doubler d'ici 20 ans, Malabo 2, l'extension de la capitale équato-guinéenne, symbolise aujourd'hui le décollage économique du pays. La 5e édition du salon Boucle d'Ébène ouvre ses portes ce samedi à Paris en France. L'événement doit durer 3 jours. À l'origine de ce salon, la Guadeloupéenne Aline Tacite qui souhaitait organiser un grand rendez-vous autour du cheveu afro-caribéen. Aminata Diak. La 5e édition du salon Boucle d'Ébène s'ouvre ce samedi 30 mai au 104 à Paris, la capitale française. L'événement met le cheveu afro à l'honneur et s'adresse à un large public. Amateurs et professionnels s'y retrouvent. Cette année, la grande rencontre de la culture afro-caribéenne s'articule autour de 6 univers: beauté et coiffure, mode et déco, culture et éducation, business et société, gastronomie et médias. Au programme des conférences, des débats, des ateliers de coiffure, des défilés de mode, des ventes de produits de beauté et de vêtements. On met un accent particulier sur deux choses. Donc une partie artistique qui va être encore plus développée avec 3 artistes capillaires internationales qui vont venir montrer leur show artistique. Donc comment magnifier la coiffure afro-naturelle, mais vraiment sous un trait artistique. Ensuite, sur la partie business qui est en train de se développer, c'est une partie qui nous tient vraiment à cœur, donc la partie entrepreneuriale. Il y aura pour la première fois un networking géant, et l'idée en fait c'est de mettre en lien des porteurs de projets avec des investisseurs et également de connecter des entrepreneurs entre eux sur un networking à grande échelle. Il y a également une partie culture sur l'événement
qui est très très riche, donc avec une trentaine de conférences et d'ateliers qui pour beaucoup sont déjà complètement full. Boucle d'Ébène est une association créée en 2004 par les sœurs Aline et Sandra Tacite. En 10 ans d'existence, elles dressent un bilan satisfaisant de leurs activités. On a vu une évolution des mentalités positives dans l'acceptation de soi et dans la valorisation du cheveu naturel en France. C'est quelque chose qu'on avait initié effectivement il y a 10 ans avec le salon événement Boucle d'Ébène. Et notre plus grand rêve, c'était de voir arborer de plus en plus de femmes noires leur afro ou leur locks ou autres coiffures magnifiques. Et aujourd'hui, on y est. Quand on regarde dans le métro, etc., on voit de plus en plus de jeunes femmes, justement, qui ont fait ce choix. Donc, il y a une vraie prise de conscience, je dirais, ou un vrai retour des choses qui s'est opéré en 10 ans et dont on a été des heureux témoins. Le salon Boucle d'Ébène se tiendra jusqu'au 1er juin 2015. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus durant les 3 jours. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.